Je vous propose de commencer le conseil municipal. Madame Flamand, Madame le maire va arriver en cours. Elle est retenue à Montion pour la mise en place du comité syndical du SMITOM que vous connaissez, qui est notre délégataire pour la gestion des retraitement des ordures ménagères et des déchets de tri. Alors pour commencer, donc, je propose un secrétaire de séance, Pascal Gertrude. Bravo. Ensuite, les pouvoirs. Alors nous avons ce soir donc pour le début du conseil municipal, Véronique Flamand qui donne pouvoir à Patrick Schillinger, moi-même. Madame Denoyel qui donne pouvoir à Laurence Lamère. Jean-François Schneider qui donne pouvoir à Marina Renucci. Emmanuel Père qui donne pouvoir à Alain Masson. Jérôme Ramundo qui donne pouvoir à Simonetta Resta. Pierrette Denoyel alors, qui donne pouvoir, ça ne peut pas marcher, on va peut-être un autre. Comment? Oui, elle l'a fait 2 fois, donc c'est pas la peine. Henri Gisèle qui donne pouvoir à M. Laurent Choucloun. Laurent Genetti qui donne pouvoir à Mme Suzanne Char. Patrick Maréchal qui donne pouvoir à Sonia Labo. Et Pierre-Louis Magnani qui donne pouvoir à Pascal Serrail. Est-ce qu'on est au complet? Oui. On peut passer au point numéro 1, qui est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 13 avril 2026. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques pour le procès-verbal? Donc, le procès-verbal est approuvé. Je vous propose de passer au point numéro 1. Élection des membres de la commission d'appel d'offres. Et il s'agit d'une modification de la délibération du 13 avril 2026. Je vais vous lire la note de synthèse. En application de l'article L 1411-5 du CGCT, la commission d'appel d'offres est composée par une commune de 3500 habitants et plus, du maire ou de son représentant, et de 5 membres du conseil municipal. La présidence de la CAO est attribuée au maire. Dans les communes de 1000 habitants et plus, l'expression du pluralisme des élus au sein de l'Assemblée communale est garantie par les CAO, par l'élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste des 3 ou 5 appelés à y siéger aux côtés du maire et de son représentant. Les membres de la CAO sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par délibération du conseil municipal. Il est proposé, selon les mêmes modalités, à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Il est voté au scrutin secret pour les nominations, sauf si le conseil décide à l'unanimité de ne pas y recourir. Toutefois, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales, ou une seule liste a été présentée après appel à candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant, et il est donné lecture par le maire article 2121-21. Dans un souci de respect du pluralisme, de la transparence, Madame le maire peut nommer par arrêté un élu de l'opposition comme son représentant à la CAO en tant que président. Madame le maire souhaite que M. Pierre-Louis Magnani soit nommé en tant que président. Dès lors, ce représentant ne pourra pas être parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission d'appel d'offres. Aussi, il convient de modifier la délibération votée le 13 avril 2026 pour désigner un nouveau représentant. Et il est donc proposé en tant que titulaire, donc moi-même Patrick Schillinger, Alain Masson, Simonetta Resta, Emmanuel Père et Jérôme Ramundo, la même liste qui a été proposée en avril, et en tant que suppléant, Mme Gisèle Henry, M. Claude Robert, Mme Laurence Lamère, M. Rémi Porte et Suzanne Char. Voilà, donc ça c'est pour modifier la liste des suppléants notamment. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Des remarques? Je vous propose donc de voter qui est contre, abstention.
Donc, vote majoritaire unanime. Je vous remercie. Je vous propose de passer au point numéro 2, qu'il s'agit donc de la désignation des membres de la commune suppléants à la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc cette fameuse commission, la CLECT, je vais vous lire la note de synthèse pour éclairer les landernes sur le sujet. Dans le cadre du renouvellement des instances, il appartient aux communes de désigner leurs délégués au sein de la CLECT, commission locale d'évaluation des charges transférées. Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonise C du CGI, les membres de la CLECT doivent nécessairement être des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal. C'est l'objet de la délibération de ce soir. Par délibération du 16 avril 2026, le conseil communautaire de Val d'Europe Agglomération a procédé à la création de la CLECT et en a déterminé sa composition. Le rôle principal de la CLECT est ainsi d'évaluer les coûts des compétences transférées ou rétrocédées entre les communes et le PCI. Chez nous, le PCI, c'est Val d'Europe Agglomération. Chaque commune membre de Val d'Europe Agglomération dispose de 2 sièges au sein de la CLECT. Elle dispose chacune de 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants. Le conseil municipal de chaque commune membre procède à l'élection en son sein de ses représentants au sein de la CLECT, conformément à la composition fixée ci-dessus. Au vu de chacune des délibérations communales, le président de Val d'Europe Agglomération prendra un arrêté consolidant la composition de la commission. Les élus qui sont proposés pour la CLECT et qui font acte de candidature sont donc, en tant que titulaires, Mme Véronique Flamand et Mme Gisèle Henry, et en tant que suppléant, M. Laurent Giannetti et moi-même, Patrick Schillinger. Je vous propose donc, sauf à ce qu'il y ait des questions, s'il y avait des questions sur la CLECT, sur sa composition, son fonctionnement, de proposer donc à la délibération numéro 2 le vote pour les élus qui ont fait acte de candidature, Mme Véronique Flamand, Gisèle Henry en tant que titulaire, et donc Patrick Schillinger et Laurent Giannetti en tant que suppléant. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Vote unanime. Le point 2 est donc épuisé. Je passe la main à Véronique Flamand, qui nous a rejoint. Je vous remercie. Merci et bonsoir. Je vous prie d'excuser mon absence, mais j'étais au comité d'installation du SUNTOM. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Donc, le point suivant concerne la proposition d'une liste de contribuables pour la commission communale des impôts directs. Dans toutes les communes, il est institué une commission communale des impôts directs présidée par le maire. Les autres membres sont nommés par le directeur des services fiscaux sur la base d'une liste de contribuables proposée par le conseil municipal. Donc, 32 noms doivent être présentés afin que la direction départementale des finances publiques retienne ensuite 8 titulaires et 8 suppléants. La CCID se réunit une fois par an pour donner son avis sur les valeurs locatives des immeubles bâtis et non bâtis qui lui sont soumis par les services fiscaux. Donc en général, on y étudie en fait les nouvelles constructions, les différents aménagements qu'il y a pu y avoir dans les propriétés qui concernent par exemple l'ajout d'une piscine, d'une pièce supplémentaire, et ça peut amener le reclassement en fait du bien dans une autre catégorie. Les personnes qui ont plus de 18 ans et inscrites à l'un des rôles des impôts directs locaux de la commune peuvent y siéger. Et donc vous avez dû avoir sur table un tableau avec les différents candidats que nous avons reçus. Donc on a reçu 14 candidatures puisqu'il en fallait 32. Et bien les 18 personnes manquantes seront tirées au sort sur les listes électorales de façon à ce qu'on arrive à un total de 32 candidats. Et parmi ces 32, et donc parmi les 32, donc 16 seront tirés au sort pour effectivement siéger. Les 16 autres, même s'ils étaient candidats malheureusement, ne seront pas retenus.
Est-ce que sur cette liste de contribuables, donc sur ces 14 noms, il y a des remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? Et je vous donne les noms, vous ne les avez pas, c'est ça? Oui, tout à fait, on a M. Brice-Bardin qui s'est ajouté. Sinon, il y a, puisque les noms sont publics, de toute façon, je peux les donner. Véronica Carpentier, Mariama Wadet, Sandrine Rousseau, Catherine Brindel, Joséphine Marquenet, Hervé Savary, Philippe Châtelot, Enrique Patton, Régis Ménigoz, Emmanuel Père, Michel Rousseau, François Jacob, Éric Maignan. Et si par hasard dans le public on avait des personnes intéressées, est-ce qu'on pourrait encore les rajouter ce soir? Donc si parmi vous, membres du public, vous êtes intéressés, merci Nicolas Jalaguier, pour ensuite une réunion une fois par an, je peux peut-être en parler un petit peu plus. Donc c'est une fois par an en présence d'un représentant des services fiscaux. Et donc on regarde vraiment tous les changements qu'il y a eu sur les propriétés, sachant que de mémoire, je crois, il y a, je vais prendre les candidats après. Bon, attention, on est plafonné à 32 quand même. Hein. Donc il y a, je crois, 5 catégories de logements. Et après, ça va permettre, par exemple, là on va avoir la livraison du programme Boucle Belle Adrienne d'ici un peu plus d'1 an. La rue du Tocquebois, je pourrais vous en dire un mot, où j'étais cet après-midi, dont les livraisons vont démarrer à compter de la mi-juillet. Et c'est nous, dans cette commission, qui allons décider en fait dans quelle catégorie on va positionner ces logements. Et ensuite, ils seront imposés au niveau de la taxe foncière sur leur valeur locative, mais par rapport à la catégorie que l'on aura déterminée. Donc, ça peut être évidemment pour les logements très anciens, par exemple, s'il n'y avait pas à l'époque de sanitaire, d'eau, etc., vous avez une catégorie. Et à contrario, si vous êtes sur des propriétés de 300 mètres carrés avec un jardin de 5000 mètres carrés, vous êtes un petit peu à l'autre extrême. Donc j'ai noté en plus Nicolas Jalaguier, Alexandra Brissard, Laurence Lamère. Est-ce qu'on a d'autres candidats? Et donc c'est une fois par an. Pierre Liu, merci Pierre. Philippe, Eric Van de Veren, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Vous êtes déjà dans tous les comités en plus. Est-ce qu'il y a... Ah bah non, tu es pas dessus. Alors après, c'est géré par les services, mais bon, on rajoute donc Valérie Pérez-Lopez. Et quand tu dis on a été inscrit, après t'as une chance sur 2 d'être tiré au sort. Et une chance sur 2 d'être tiré au sort, donc c'est pas certain. Après, ce qu'il faut par contre, c'est qu'on ait le quorum à chaque fois. Si on n'a pas le quorum, malheureusement, on est obligé de reconvoquer. Mais après, le quorum, il est assez peu. Je crois que ça doit être à la moitié. À 8, en fait, le quorum. Est-ce qu'on a, quand tu dis nous étions inscrits, c'était Alexandra et toi, ou il y avait d'autres personnes? Laurence Gianetti, non, Laurence. Ça prend pas, c'est pas les absents aussi. Bon, voilà, du coup, Valérie, Alexandra, Laurence, Nicolas, Eric et Pierre. Parfait, bah, du coup, on est à 20. Merci beaucoup, en tout cas, de vous investir sur ce sujet, qui c'est même plutôt agréable. Le point suivant, excuse-moi, donc sur cette proposition de liste, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc la mise à jour de la charte informatique 2026-2032. Une charte informatique existait précédemment. Cette dernière a été mise à jour en décembre 2019 et était disponible dans le livret d'accueil distribué aux agents et également disponible sur le réseau informatique. Ce support nécessite d'être actualisé et complété. La charte reprend les différentes règles à respecter et les précautions indispensables pour l'utilisation des outils informatiques du réseau informatique pour les agents et les élus. Compte tenu des informations gérées par les différents services et des possibilités de piratage et autres techniques qui pourraient porter atteinte à l'intégrité des données, ces consignes ont vocation à être respectées par toute personne disposant d'un accès à notre système informatique. Donc cette charte informatique devait être en pièce jointe des documents que vous avez reçus. Est-ce qu'il y a des remarques dessus? Donc elle est sensiblement identique à la précédente. Et donc je vous rappelle qu'on ne peut pas
se connecter avec des outils extérieurs notamment. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne la création d'un nouveau comité syndical social territorial, un nouveau CST. Donc, du fait du renouvellement du conseil municipal, donc un nouveau CST va se mettre en place. Il est composé pour moitié d'élus et pour moitié de représentants des agents municipaux. Donc, dans le cadre des futures élections professionnelles qui se dérouleront en décembre 2026, il convient de créer un nouveau comité social territorial. Les organisations syndicales ont été sollicitées et ont répondu à notre demande. À la suite de l'avis positif de l'organisation syndicale présente au CST actuel, la collectivité doit passer une nouvelle délibération fixant le nombre de représentants du personnel et de la collectivité avec une représentation paritaire entre les deux collèges. Et donc il vous est proposé d'y avoir 3 élus qui y siègent et 3 représentants du personnel. Est-ce que sur ce nombre de membres siégeant au CST, il y a des remarques? C'est ce que nous avions sous le mandat précédent. Non? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 6 concerne la mise en place de l'amende administrative. Donc l'amende administrative est une possibilité qui répond à une forte attente des habitants en matière de pénalité financière en cas de non-respect de tout comportement citoyen. Et avec la police municipale, on a notamment souhaité la mettre en place par rapport au constat que l'on peut faire, notamment de déchets qu'on trouve sur le domaine public. Donc quand on retrouve des déchets, on essaie bien sûr d'identifier les auteurs et si tel est le cas, on leur demande de nettoyer. Mais sinon, ce que l'on veut en mettant en place cette amende administrative, c'est qu'une fois que les auteurs ont été informés, qu'ils le fassent en fait dans un délai. Alors c'est un délai de 30 jours, et quand on a parfois affaire au syndic, ça peut prendre un certain temps. Et donc l'amende administrative en fait permettra de mettre une pénalité financière de façon à les amener à réagir plus rapidement et notamment à déblayer leurs déchets. L'amende administrative, elle peut aussi être utilisée par exemple, si on a une occupation illégale du domaine public à un moment donné. Donc le but, c'est d'avoir en fait un outil financier qui n'est activé qu'à partir du moment où les personnes concernées en ont été informées par courrier avec recommandé, mais qui permet de mettre davantage de poids pour qu'elles se conforment en fait à leurs obligations. Et le cas échéant, c'est une rentrée financière pour les services fiscaux. Donc, l'amende financière est un outil complémentaire rapide et dissuasif qui permet de lutter efficacement contre les incivilités du quotidien, portant atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique. Il permet notamment d'agir contre les dépôts sauvages, l'occupation irrégulière du domaine public, les entraves à la circulation ou encore le défaut d'entretien des haies et arbres débordants sur la voie publique, par exemple. Je rappelle, la personne est prévenue et a 30 jours pour se mettre en conformité. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça soudainement. La procédure privilégie avant tout le dialogue et la régularisation volontaire, l'amende administrative n'intervenant qu'en dernier recours après plusieurs mises en demeure. Le montant de cette sanction peut atteindre jusqu'à 500 €, permettant ainsi une réponse proportionnée mais ferme face aux comportements récurrents nuisant au cadre de vie des administrés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la mise en place de cette amende administrative? Non. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc le point suivant concerne le rapport d'activité de Val d'Europe Agglomération pour l'année 2025. Donc il vous a été remis en format papier. Et il reprend donc toutes les activités qui ont eu lieu durant l'année 2025 au niveau de Val d'Europe Agglomération. Je pense notamment à tout ce qui est gestion de l'eau, des bassins publics, des 6 bassins de rétention d'eau pluviale qu'on a sur la commune, tous les pourtours des bassins, le parc du Lochy notamment qui est entretenu par Val d'Europe Agglomération, un certain nombre d'espaces verts aussi. Et puis les compétences qu'a Val d'Europe Agglomération, ça va être la compétence développement économique. Sur le secteur, c'est près de 1000 entreprises qui s'installent tous les ans.
Et aussi donc la compétence ordures ménagères dont je vous parlais tout à l'heure, avec ensuite des représentants de Val d'Europe Agglomération qui siègent notamment au SMITOM. Pour l'eau, on siège, nous, élus de Val d'Europe Agglomération, au SIAM. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a la compétence enseignement supérieur, dorénavant la compétence santé à Val d'Europe Agglomération, les interventions dans les écoles pour le sport, pour l'anglais en CM2. Aidez-moi, les compétences de Val d'Europe Agglomération. Le transport, absolument, Alain, oui. Tout ce qui a été repris d'ailleurs par Val d'Europe Agglomération, puisqu'on avait auparavant un syndicat intercommunal entre Marne-et-Gondoire et Val d'Europe. Et ce syndicat a été dissous l'année dernière, et Val d'Europe a repris en propre la partie transport sur son territoire et Marne-et-Gondoire sur le sien, avec bien sûr des échanges et des communications entre les deux intercommunalités. Donc voilà, sur toutes ces compétences, et puis les animations qu'on peut faire sur le territoire, comme Family Mania, qu'on aura la semaine prochaine, samedi à Magny-Langres. Donc sur ce rapport, est-ce qu'il y a des remarques? Je ne pense pas qu'on a à le voter, ça doit être porté à connaissance. Le point suivant concerne la création d'un poste d'adjoint technique territorial. Donc un agent de la collectivité actuellement contractuel donne entièrement satisfaction dans son travail depuis plusieurs années. Compte tenu de ces éléments et des nécessités de service, cet agent va être stagiairisé. Il est donc nécessaire de créer un emploi permanent d'adjoint technique territorial au tableau des effectifs. Donc cet agent travaille effectivement pour la collectivité depuis plusieurs années en tant qu'ASEM. Il est stagiairisé, c'est la première étape pour entrer dans la fonction publique, donc il va être stagiaire pendant 1 an. Et s'il donne satisfaction, continue à donner satisfaction pendant cette année, il deviendra ensuite fonctionnaire de la collectivité. Donc sur la création de ce poste d'adjoint technique territorial, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient, adopté à l'unanimité. Et on termine ensuite avec les décisions du maire qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Donc notamment un MAPA conclu avec la société Cadian pour la dématérialisation des bulletins de paie et autres documents RH. Un contrat de cession de droit avec plusieurs entreprises dans le cadre des spectacles pour enfants. Arsène et Pénélope, le groupe pour le spectacle Le Papillon et la Fleur, qui est à destination des maternelles. Des maternelles et des élémentaires. Maternelles et élémentaires, merci. On a ensuite un marché public à procédure adaptée avec la société Arch MC2 qui concerne. C'est CCAS, c'est le logiciel peut-être, c'est ça? Oui, le logiciel du CCAS, Centre communal d'action sociale. Ensuite, on a un MAPA avec la société Lacoste pour des fournitures administratives. Donc c'est 1 an reconductible 3 fois pour un montant de 20 000 € TTC. Ensuite, on a un autre marché avec la société Ovol pour l'acquisition de fournitures administratives toujours, mais là c'est le lot papier, les ramettes papier. Les précédents c'était les fournitures de bureau, maximum 10 000 € sur 4 ans. Ensuite, on a la société TG Informatique pour le lot 3 des fournitures, ce sont les cartouches d'encre pour les différents copieurs et imprimantes, que ce soit à l'hôtel de ville, au CTM, mais aussi dans les écoles, à la crèche et dans nos différents bâtiments extérieurs. Donc TG Informatique pour 10 000 €. Et ensuite, la société Bâti FJ pour des travaux de toiture sur le groupe scolaire Éric Tabarly. Si vous vous en souvenez, c'était un marché que l'on souhaitait passer l'année dernière. Mais on avait, c'était vu effectivement Patrick en commission de travaux, on n'avait pas trouvé d'entreprise en fait qui était intéressée, le délai était un petit peu court et on a revu un petit peu le cahier des charges et là pour le coup on a 27 je crois. Donc il y a 27 entreprises qui ont candidaté. Et donc là, les travaux se montrant à un peu plus de 27 000 €, puisqu'on avait déjà depuis quelques années en fait des infiltrations d'eau dans les salles centres de loisirs, qui étaient l'ancienne maternelle. Et les travaux seront réalisés pendant l'été. Et également un marché à procédure adaptée avec la société Alpha Service pour la suite, donc pour la partie isolation et étanchéité pour 66 000 €.
Je précise, pour ces deux lots, on aura une subvention normalement de la CAF. La CAF nous a notifié une subvention à hauteur de 50%. Ça permettra d'alléger un tout petit peu la note pour nos finances, mais de toute façon, on n'a pas le choix pour l'entretien de nos bâtiments. Ensuite, on a un marché avec la société RVTP pour différents travaux de voirie à hauteur de 47 000 €. Et enfin, avec la société UCOCO pour l'abonnement à la plateforme numérique de gestion de la maintenance Hotplace. Donc là, c'est le logiciel qui va être utilisé par les services techniques, c'est ça, et l'urbanisme, et qui permettra en fait d'avoir en informatique la totalité de nos bâtiments, ce qui fait que lorsque l'on aura des demandes d'administrés ou que l'on recevra des demandes par exemple des écoles ou de la crèche, des directeurs d'école ou de la crèche, en fait ce sera saisi automatiquement dans le logiciel et chacun en fait aura ses propres identifiants et pourra voir quelle est l'avancée des travaux. Je pense par exemple si c'est un problème sur le fonctionnement d'une porte ou une vitre qui est fêlée, et en temps réel, le système sera alimenté quand les travaux seront réalisés, le calendrier sera connu, de façon à ce que tout le monde dans la chaîne ait l'information. Et quand la réparation ou quand l'entretien a eu lieu, du coup le ticket est fermé et ça nous permettra à un instant T en fait, de savoir exactement quels sont les sujets en cours. Tu veux dire un mot ? Oui, en fait, ça permet de recenser à l'échelle de la ville, puisqu'on a quand même un certain nombre de bâtiments de la ville. Il y a toutes les écoles, il y a la mairie, il y a la crèche, il y a les installations sportives. Et il y a un certain nombre, il y a une foultitude de demandeurs, de situations qui sont constatées et qui ne sont pas forcément aujourd'hui tracées dans un outil unique. Et pour éviter d'avoir de la déperdition en ligne, pour éviter d'avoir des problématiques de planification et pour mieux organiser le travail et la planification et pour répondre et avoir des retours par rapport aux demandeurs, on met ce logiciel en place pour vraiment donner de la structure et beaucoup plus efficace dans nos interventions. Voilà. Ça permet aussi de savoir qui a demandé quoi, quel jour, quelle réponse on lui a apporté, et ça à l'échelle de tous les bâtiments et de toutes les personnes qui occupent. Alors ça va être organisé, évidemment dans une école, ça ne va pas être tout le monde et à n'importe quel moment, ça va être essentiellement les directions d'école qui vont avoir des droits pour saisir des demandes, mais très clairement à n'importe quel moment, quand on va dans une école, on peut avoir un état de ce qui est demandé, un état de ce qui est prévu, un état de ce qui est à prévoir. On peut répondre précisément sur les demandes qui ont été formulées. Ça évite de se retrouver ah oui, mais j'avais fait la demande tel jour, à qui et quand et quoi il a été demandé. Voilà. En fait, ça permet d'avoir un échange plus efficace et plus précis et d'être plus pertinent dans l'organisation. Voilà. C'est quelque chose qui nous faisait défaut et je pense qu'il était temps de se moderniser. Donc, ça va être fait. Voilà. Merci Patrick. Et donc, comme je vous disais, j'étais précédemment au SUTOM, donc le syndicat du traitement des ordures ménagères, où j'ai été élue vice-présidente sur la prévention des déchets et je ferai donc partie de l'exécutif de ce syndicat où siègent les 10 communes de Val-d'Europe agglomération, mais aussi les 22 communes du Pays de Meaux et les 72 communes du syndicat de Covaltry qui regroupent les villes autour de Coulommiers et de la Ferté-sous-Jouarre. Et donc c'est ce syndicat qui gère le traitement de nos déchets à l'usine de Montion, qui sera d'ailleurs en porte ouverte, une obligation d'exécutif à communiquer samedi prochain. Et samedi prochain, on aura aussi à Magny-le-Hongre, organisé par Val-d'Europe agglomération, donc l'événement Family Mania autour de la petite enfance et de l'enfance sur le terrain synthétique. Et dimanche, nous aurons une brocante organisée par l'hôtel B&B autour de l'hôtel avec énormément de places de stationnement et en extérieur. Voilà. Et donc il est 21h06. L'ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal est donc terminé. Je vous remercie toutes et tous.